Bonjour à toutes et à Parfait. tous, bienvenue pour ce live des As pour animateur Sécu, live animé par Jean-Marie Galland et Mathias Pirglas. Salut Mathias. Salut Jean-Marc. Alors live très très spécial aujourd'hui, on n'a pas nos rubriques habituelles, par contre on a une belle grosse interview qu'on a enregistrée lors du rassemblement des animateurs Sécu à Annecy le 2 octobre dernier, avec 4 vrais invités en chair et en os et aussi du public tout autant en chair et en os. Et ben, on vous en dit pas plus et c'est parti pour 1 heure d'interview, table ronde. Donc bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue pour à ce table ronde du rassemblement des animateurs Sécu. On est à Annecy, il fait super beau dehors, c'est un peu cruel, mais on va passer un bon moment avec nos 4 invités du jour. Je vous présente Laurent Chiabot. Laurent, tu es dirigeant de Super. Super, marque historique, évidemment, de sellettes d'abord, mais aussi de plein d'autres choses. Je pense qu'on est tous recouverts de la tête aux pieds d'accessoires Super, y compris peut-être de voiles Super, donc acteur majeur dans le milieu. Joël Favre, si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Joël Favre, Joël, tu es moniteur de cross, tu écumes les montagnes qui nous entourent depuis bien longtemps. Mais tu as fait aussi pas mal d'autres métiers dans le milieu. Tu as été moniteur de CIV, si mes souvenirs sont bons. Pilote test aussi. Exact. Pilote test. Cédric Niedu. Donc Cédric, tu es aussi pilote test. Tu t'occupes de Certica, qui est Un atelier de un contrôle. atelier de contrôle et qui a pour particularité de faire des contrôles en vol. Tout à fait. On en En reproduisant parlera. les manœuvres de l'homologation pour vérifier entre l'homologation, le comportement d'une voile neuve et les mêmes procédures avec les voiles qui ont déjà volé pour voir si ça correspond toujours. Excellent. Manu Félix Faure, que vous connaissez peut-être déjà, cadre technique à la fédération, spécialement rattaché à la commission technique et sécurité, donc en charge de suivre un petit peu toutes les données qui concernent l'accidentologie. Tu es aussi moniteur de Delta. Oui, exactement. Et Mathias Pirglas, qu'on ne présente plus. Mathias. Merci Jean-Marc. Ok, donc le thème du jour, ça, j'ai oublié de préciser ça, c'est un peu central, c'est qu'on va essayer de discuter autour des changements de matériel, des évolutions du matériel, pour le dire autrement, et de comment les pratiquants s'adaptent avec plus ou moins de difficultés à ces évolutions du matériel. Et peut-être, comme on est avec les animateurs sécu, notre premier angle d'entrée, il n'est pas très glamour, mais on va s'intéresser à l'accidentologie, et notamment l'accidentologie récente. Peut-être, Manu, est-ce que tu peux nous faire un petit point des tendances 2022 de l'accidentologie, parce qu'on entend plein de choses. Oui, on entend plein de choses parce que c'est une année particulière, en tout cas en termes de conditions météo. Tout le monde a remarqué que c'était une année un peu particulière. Cette année, à la fédération, on a eu 533 déclarations d'accidents, ce qui est pour nous en valeur absolue le nombre le plus important de déclarations qu'il y a eu. On est au 30 septembre, donc c'est pas complètement fini. On table sur une hausse de 20% du nombre de déclarations d'accidents par rapport à l'année précédente. Ce chiffre, il est à relativiser parce que, en parallèle de ça, il y a une augmentation du nombre de pratiquants qui va être de l'ordre de 10% encore cette année. Donc voilà, on ne va pas être sur une bonne année en termes d'un taux d'accidenté. Mais malgré tout, voilà, le chiffre de la valeur absolue est à relativiser. Et c'est aussi à relativiser dans un périmètre un peu plus large. Depuis 2010, le taux d'accidenté à la fédération est en constante diminution. On était à 1,60% d'accidentés. Donc pour 100 personnes, il y en a 1,6 qui déclarent un accident dans l'année à la Fédé. Toute gravité confondue. Toute gravité confondue, exactement. Et là, on est à moins de 1,2. Donc on a diminué de 50% le nombre d'accidents depuis 2010. Donc, taux d'accidents déclarés. Donc on est content, les AS, ça sert pas à grand-chose, puisque tout va bien. Non, tout va pas bien parce qu'il reste qu'en valeur absolue, 533 accidents, c'est important. Il faut qu'on y travaille.
Juste peut-être point de comparaison, le DHV, les Allemands ont les mêmes statistiques que nous cette année, je crois, avec une ordre de l'ordre de 20% d'augmentation en valeur absolue du nombre d'accidents déclarés au DHV. Peut-être une précision aussi quand tu parles de... On a reçu de 530 déclarations d'accidents, ce sont les gens qui vont déclarer sur le site de FFVL qu'ils ont un accident. C'est ça qu'on compte. Exactement. C'est notre façon de compter, c'est-à-dire que c'est les gens qui déclarent à la fédération pour deux raisons principales. D'abord vis-à-vis de l'assureur, et puis aussi dans un but de faire un retour d'expérience. On imagine par divers croisements que le nombre d'accidents réels, il est au moins 2 fois supérieur, et voire sûrement peut-être même entre 2 et 3 fois supérieur. D'accidents qui se passent réellement. Avec le en phénomène France, des gens qui ne déclarent pas leurs Exactement. accidents. Ok, c'est une autre problématique. Voilà, mais on a besoin d'avoir effectivement cette vision aussi un peu plus large que simplement les chiffres fédéraux, clairement. Ouais. Super. Je dis très souvent super, mais c'est pas la marque, c'est que je suis content. Peut-être on va sur les pratiquants que tu touches, Joël, donc c'est plutôt des stages cross. Alors moi je fais des stages cross à tout niveau, donc je parle de gens qui débutent le cross, qui ont 50, 80, 90 heures d'expérience, jusqu'à des très hauts niveaux, jusqu'à des jeunes qui sont entrés au Pôle France ou autre. Donc moi je prends un large panel de ces gens-là, et effectivement cette année on a beaucoup plus volé que les autres années, pour rebondir sur ce que tu disais Manu. En nombre de journées absolues, rien qu'entre 15 juillet et 15 septembre, sur 85 journées possibles pour moi, j'en ai fait 77 exactement en vol, qui représente à peu près 300 heures de vol. Donc en gros, cette année, on a une année qui vole énormément. En termes de nombre de journées, avec des conditions très particulières, parce qu'à partir de fin mai, on n'a plus une goutte de flotte. Donc derrière, on a eu des conditions qui sont devenues très sèches, avec surtout, je pense, une caractéristique météo assez constante. On avait toujours une couche de vent qui se baladait entre 1800 mètres et 2002, en tout cas dans le secteur ici, de l'ordre de 20 à 25 km/h, et qui variait à la fois en force et à la fois en direction pratiquement tous les jours. Et cette couche, elle est restée toute la saison présente. Donc on a eu des conditions globalement, plus ça allait dans la saison, de plus en plus marquées et de plus en plus fortes. Certes avec des plafonds très hauts, puisqu'ici c'était pas rare de faire 3005, 3006, voire 4000 dans les Aravis, voire plus dans le massif du Mont Blanc. Par contre, cette couche-là nous posait des problèmes dans tous les massifs, on va dire, intermédiaires et hauts, puisqu'on avait des brises très très fortes et très erratiques en termes d'intensité. Donc derrière, à la fois on volait beaucoup, et à la fois on avait des conditions qui étaient on va dire, plus fortes que la normale. Donc évidemment une piste pour comprendre cette augmentation de l'accidentologie dont on vient de parler. Si on essaie de recoller un petit peu au thème général de l'évolution des pratiques et l'évolution du matériel, qu'est-ce que tu vois en train de sortir nous, globalement, quels que soient les voiles, quel que soit le niveau, on s'aperçoit que les voiles sont de plus en plus solides, sont de plus en plus faciles. Ce que tu entends par solide, c'est pas résistance au choc, non, c'est résistance à la turbulence. Voilà. Donc on a des voiles qui permettent de voler dans des conditions un petit peu plus marquées, qui sont de plus en plus rassurantes aussi. Donc derrière, les gens se mettent en l'air plus facilement, sont plus faciles aussi d'abord, quel que soit le niveau de la voile. On parle de la voile école jusqu'à dernière génération des voiles de compétition. C'est très facile de se mettre en l'air, quel que soit le type de la voile aujourd'hui. Juste, excuse-moi, quand tu dis que la voile est facile pour se mettre en l'air, c'est quoi ? C'est facile au décollage Oui, facile au décollage. C'est-à-dire globalement, avec une technique très, on va dire, dès qu'on apprend en école, etc., les voiles aujourd'hui se calent assez facilement au-dessus de la tête, gonflent très facilement. Et quel que soit le niveau de la voile, avant on avait une grosse différence entre des voiles, on va dire, intermédiaires, pour parler B, B+, et puis des voiles un petit peu plus performantes jusqu'à la voile de compétition. On voyait vraiment une grosse différence de technique pour se mettre en l'air. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, quelle que soit la voile, globalement, la technique est similaire et c'est très très simple de se mettre en l'air. C'est excellent, tout va bien. Oui, tout va bien. Sauf que, globalement, ça nous permet de voler dans des conditions de plus en plus fortes. D'où après la formation des pilotes qu'il va falloir un petit peu, je pense, revoir un petit peu, parce que globalement, aujourd'hui, les voiles changent
toutes les nouvelles générations changent. On va vers des voiles à la fois plus simples. On parle plus de 3 lignes ou de 4 lignes, on parle même de 2 lignes. Et plus ça va aller, plus on va redescendre sur ces voiles-là dans des niveaux de voiles accessibles pour les gens, c'est-à-dire C, voire même plus tard, je pense, assez vite, B. Et Là, là, il va falloir... Pour que tout le monde comprenne bien, ce que tu évoques, c'est la possibilité, peut-être future, d'homologuer des voiles en B en 2 lignes. Pour l'instant, il n'en est pas question. Ça Pour l'instant, il n'y a pas assez, question, mais c'est récent. c'était la discussion de la PMA il y a quelques années en arrière, en disant est-ce qu'il faut passer des 2 lignes en C. Aujourd'hui, on a passé le pas. Donc, on voit commencer à apparaître des 2 lignes en C, comme la Volt, c'est la première, entre guillemets. Il y en aura d'autres qui vont arriver très très vite. Et donc, derrière, si globalement on ne discute pas de cette évolution-là, on aura de toute façon vers des B. On a hâte évidemment d'entendre l'avis du Ça, c'est constructeur mon avis personnel, sur hein. cette Voilà. question-là et du testeur, mais peut-être... oui, c'est là que Je tu vais veux peut-être rebondir. juste rebondir sur Bien cette sûr. histoire d'homologation. Vous avez compris que jusqu'à présent, à partir du moment où une voile avait besoin de lignes de pliage au moment de l'homologation, c'est-à-dire que pour générer la fermeture qui correspond au cahier des charges de l'homologation, on était obligé sur certains modèles d'utiliser des lignes de pliage. C'est-à-dire qu'on rajoutait des suspentes plus proches du bord d'attaque que la ligne DA, qui nous permettait de faire les fermetures plus facilement. Parce que si on tirait, je ne sais pas si vous avez des voiles avec des 2 lignes, en fait, quand on tire sur l'élévateur, on n'arrive plus à générer une fermeture. Il faut générer du mouvement de tangage pour faire une détente. Mais une vraie fermeture, juste en tirant sur l'élévateur, on n'y arrive pas. Donc, pour les laboratoires d'homologation des ailes, on montait un système où, juste pour que le pilotage soit plus simple, on soit capable de faire la fermeture en tirant sur une suspente, simplement, sans générer de mouvement de tangage, pour être capable de reproduire la même manœuvre avec toutes les ailes. Et en fait, pendant très longtemps, ça a été une histoire un peu politique, on va dire, entre les constructeurs. Certains constructeurs ont dit que pour qu'une voile, à partir du moment où une voile a besoin de lignes de pliage pour effectuer les fermetures, elle serait homologuée en D, quel que soit son comportement une fois que c'est fermé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne convenait pas à tous les constructeurs. Et je pense que c'était fondé, parce que techniquement et en termes de mécanique de vol, à partir du moment où on est capable de faire une fermeture, le moyen d'y arriver, pour nous en tant que pilote, hein, on est tous ensemble, notre souci c'est les réactions de la voile, c'est pas forcément le boulot du pilote pour réussir à plier la voile correctement. Donc on a refait des essais avec des voiles homologuées en 4 lignes, en 3 lignes, hein, sur des voiles Écor, on avait fait ça avec Alain Zoller, et avec le DHV, c'était eux qui freinaient cette évolution. Et du coup, on s'est rendu compte qu'au niveau des réactions, qu'on utilise des lignes de pliage ou pas, les voiles, elles pouvaient très bien passer. Ça n'avait pas d'influence sur les réactions de l'aile. Donc là, c'était la preuve qu'on pouvait redescendre une catégorie. Pourquoi on s'est arrêté uniquement en C? C'est pour des raisons politiques. En fait, en termes de mécanique de vol, aujourd'hui, il y a des constructeurs qui sont capables de faire des voiles en B, en 2 lignes, et qui correspondent à ce que nous, on comprend, on interprète en tout cas d'une voile homologuée en B. Voilà, c'était une petite parenthèse. Super. Je vais la faire beaucoup de fois. Hein. Je vous propose qu'on mette un petit peu au frigo cette question des 2 lignes. On la ressortira tout à l'heure, mais je voudrais faire rebondir Laurent sur ce qui a été dit sur la facilité croissante, y compris d'ailes en début de progression ou des B-Access. Qu'est-ce que le constructeur pourrait en dire de ça? Alors je pense que Joël c'est quand même le mieux placé avec Cédric, enfin les gens qui travaillent dans les écoles ou qui ont des élèves, clairement, et moins le fabricant. Après ce qu'on voit c'est que oui, les voiles sont de plus en plus simples et faciles et plaisantes, en fait j'ai envie de dire. Enfin moi je garde à l'esprit, en tant que constructeur, on fait un loisir, il faut que ça reste plaisant. Les gens ils vont pas faire du parapente pour pas avoir d'accident, enfin ils vont faire du parapente pour se faire plaisir, voilà. Donc il faut que ça reste plaisant, à mon sens. Parce qu'on peut faire des voiles, c'est un peu le cas aussi, hein, très très sûres et qui vont être très très chiantes. Enfin, du coup, on perd quand même l'intérêt un peu d'aller faire du parapente, à notre goût en tout cas. Et du coup, ce que disait Jo, c'est qu'on a des voiles qui vont gonfler tout seuls, qui vont se remettre au-dessus de la tête du pilote, qui vont être plutôt safe par rapport à quelques années. Et ça va dans le sens du plaisir du pilotage. Donc ça, c'est pour moi une belle évolution. C'est quand même chouette. Et aujourd'hui, on a une tendance, enfin avec des voiles aujourd'hui A, B, on peut faire des choses quand même assez extraordinaires en parapente.
mais avec un revers de la médaille, si j'ai bien entendu, que cette accessibilité accrue peut-être ouvre la porte à l'activité de gens qui seraient peut-être moins impliqués dans l'activité, parce que finalement, c'est tellement facile que... Enfin, pour moi, c'est pas le Pourquoi pas problème. Hein. C'est pas le problème. Après, c'est la formation qu'on va mettre derrière. Aujourd'hui, les voiles, elles sont tellement faciles qu'on peut aller très vite en l'air. Après, derrière, c'est de parler aux gens de la réalité du parapente. Quand c'est qu'on le pratique, comment on le pratique. Ce que la personne vient chercher aussi. Aujourd'hui, on a du matos qui est juste génial. Ça fait 35 ans que je vole. Aujourd'hui, c'est juste fabuleux de voler avec son vol. Et par contre, la formation, elle n'a pas beaucoup changé finalement. Alors, c'est le moment tonton flingueur, on y va. Sur les formations, globalement, si tu veux, le problème, c'est tellement facile qu'on va très très vite au vol. Très très vite, les gens peuvent voler longtemps. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont 50, 60, 70 heures de vol en 30 vols. C'est la réalité aujourd'hui. J'en ai encore une personne en stage il n'y a pas très longtemps avec une ligue. 80 heures de vol pour 50 vols. Elle a commencé le parapente en début de saison. Qu'est-ce que nous disent les données d'accidentologie là-dessus? Déjà, je rejoins Laurent. La meilleure façon de ne pas se faire mal, c'est de ne pas voler. Mais on est tous d'accord que notre but, c'est de voler. Et la fédération, elle promeut une pratique du parapente, des constructeurs, des formateurs, des gens qui font de la révision. On est tous dans le même bateau pour aider les gens à voler en sécurité, oui, mais et les aider à voler, c'est clair. C'est bien de le rappeler. Mais non, mais c'est super important. Et puis, effectivement, l'augmentation du nombre d'heures de vol moyen des pilotes, je pense que c'est quelque chose qui fausse un peu nos statistiques qui, elles, résonnent sur des pilotes et non pas sur des nombres d'heures de vol. Les autres activités aériennes, on divise toujours les accidents par le nombre d'heures de vol. Nous, on ne le fait pas. Alors c'est vrai qu'il y a une majorité d'accidents qui ont lieu au déco à latéraux, donc ça se discute tout ça. N'empêche que, moi je rejoins vraiment cette idée-là, un pilote moyen, il vole plus qu'il y a une dizaine d'années. Pour autant, une petite donnée à avoir en tête plutôt sur le choix des ailes par les pilotes, faut savoir qu'un pilote sur deux vole moins de 40 heures. On a des données liées à la prise de licence là, qui sont assez intéressantes, qu'on fait depuis 2019, qui nous permettent un peu de savoir avec quel type d'aile volent les gens, combien de temps ils volent. Alors c'est déclaratif, mais en gros on a moins de 40 heures, 50% des pilotes, et puis plus de 40 heures. Et justement, sur le type de voile des pilotes qui renseignent ça, sur la population Et le type de voile, presque 80% des pilotes volent avec des ailes EN A et B, 78%. Voilà. Et ils sont 18% à voler avec des ailes ENC et D. Ça, c'est les données déclaratives de l'aile la plus utilisée par le pilote. Voilà. Après, on a fait des croisements avec l'accidentologie, ça. Et on trouve, sans grande surprise, qu'il y a une surreprésentation dans les accidents des ailes dites perf, CD. Mais si on divisait ça par le nombre d'heures de vol, voilà, peut-être qu'on retomberait sur nos pattes. Donc, c'est toujours difficile de donner des conclusions à ça. Voilà, ça c'est le constat. Après, vous le vivez au quotidien et peut-être que les pilotes qui volent avec des ailes perf, finalement, c'est simplement une histoire d'exposition au risque plus qu'autre chose. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de souci avec les gens qui volent avec des voiles perf, bien au contraire. Bien au contraire. C'est ton fonds de commerce? Non, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui volent en B. Aussi. On se retrouve avec beaucoup d'anciens pilotes qui redescendent en B. Et c'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, parce que globalement ils s'imaginent peut-être d'un côté être à l'abri de problèmes parce qu'ils sont descendus de ces catégories-là par rapport à des voiles C ou D, dites un peu plus compliquées. C'est-à-dire qu'on a pas mal de gens qui ont 200, 300, 400, 500 heures de vol, qui se mettent sous des B ou B+, c'est la mode en ce moment de dire ça, et qui finalement, à travers ça, vont voler dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées à leur pratique. Et ça, c'est aussi un problème qu'on voit apparaître un petit peu plus. Globalement, ils veulent masquer un petit peu le fait qu'ils volent un peu moins régulièrement, dans l'année, comme tu disais, 40, 50 heures par an, en se disant, bah ouais, j'ai quand même 5-10 ans de parapente, je vais prendre une baie, comme ça je peux voler dans des conditions un peu plus marquées, et notamment sur des saisons comme on a eu cette année, où les conditions sont fortes tout le temps. Et donc derrière, ils n'ont fait le pas là-dessus. Et nous, c'est un petit peu, à la limite, on a plus
Alors quand je dis soucis, c'est pas des soucis où les gens sont mal, mais à faire prendre conscience aux gens que c'est pas parce qu'on a une B ou une B+, qu'on est à l'abri de tous les problèmes. Bien au contraire. Ça fait un petit moment qu'on tourne là, autour de la norme, qu'on parle de la norme des homologations A, B, sur la compréhension par les pilotes de la norme. Donc tu as évoqué ce cas de figure finalement de mauvaise compréhension sur la norme. La compréhension, Non, mais je comprends, ça c'est humain. On se rassure, c'est comme si on fait du ski, tu mets un casque sur la tête, exactement. tu vas envoyer plus que quand il n'y a pas de casque. Le test Donc, du risque. Je pense effectivement que ça c'est un aspect qui est important. Mais je pense que le problème c'est l'interprétation qu'ont les pilotes de la norme, des tests d'homologation, des procédures en vol. En fait, souvent on s'imagine par exemple qu'entre une B+, on va prendre des exemples précis, on va prendre, Laurent est là, on va prendre par exemple la STEP, donc qui est une B avec de l'allongement qui est assez performante, et puis on va prendre par exemple une autre voile chez Ozone, une Delta 4 par exemple. Okay, donc on est sur deux modèles où si vous allez hors domaine de vol, sur des fermetures asymétriques, ça va être assez proche. Et la STEP, elle fait partie des ailes les plus cool en B+. Dans les B+, qui ont des watts, vous avez l'Ikuma 2. C'est une voile qui vraiment est un petit peu plus exigeante que la STEP en tout cas. Sinon, sur les B qui volent, on a aussi la Iota. La Iota 2 était une aile qui avait pas mal d'énergie, l'Advance Iota 2. Donc par rapport à ça, la STEP, hors domaine de vol, est déjà un peu plus cool. Mais la différence entre ce type de machine et la catégorie supérieure, on parle uniquement de comportement hors domaine de vol. C'est-à-dire que quand le pilote, quand on s'en est pris une grosse en général, quand c'est un bout d'aile, on n'en parle pas, mais quand on se fait des grosses fermetures, un gros incident de vol, le truc qui nous secoue un peu, où on n'est pas sûr de réagir toujours forcément correctement, là la différence entre une B+, et une C, elle n'est pas énorme. Ce qu'il faut se dire, c'est que au niveau, quand on fait les tests d'homologation, on va prendre par exemple on va prendre une manœuvre qui est la plus représentative de ce qui peut nous arriver dans la vraie vie, c'est les fermetures asymétriques. D'accord ? Quand on va prendre des fermetures asymétriques, il y a certains modèles qui sont en B, qui sont très proches de la limite, on va dire, avec C. Ça veut dire c'est l'angle de rotation que va faire la voile une fois qu'elle est refermée sans action du pilote. D'accord ? Sans action du pilote, c'est-à-dire que dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça. D'accord ? Donc ça limite un peu le champ de l'intérêt de la norme. Parce que dans la vraie vie, en plus, quand on va faire une fermeture, les 50%, ça ressemble à ce qui nous arrive dans la vraie vie. Quand on simule une 75%, une grande fermeture asymétrique en homologation, et qu'on est accéléré, c'est ce qui est le plus pénalisant pour l'aile, il faut que en fait, le bord de fuite, il ne faut pas qu'on enlève plus de 50% du bord de fuite. Si vous faites la même chose avec une voile école, et que vous enlevez 80% du bord de fuite, ça m'est déjà arrivé, comme tous les pilotes, quand on fait des tests, la première fermeture accélérée qu'on fait, en général, elle est trop profonde. C'est-à-dire qu'on enlève trop, et du coup, on a des réactions qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'agit de deux voiles complètement différentes entre une fermeture calibrée pour la norme et une fermeture où on est allé trop profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une baie facile, n'importe quelle baie facile du marché, je pense que les plus vendus, les hooks ou ce style de voile, si vous enlevez 80% du bord de fuite en faisant une grande fermeture, ça va tourner instantanément, vous allez vous faire twister. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que sous une C, où vous allez respecter le calibrage de la fermeture, tout va se passer comme si on était en vacances. Okay. Donc par rapport à la réalité de l'homologation et nous, ce qu'on peut en déduire sur le comportement et sur le choix de nos ailes, voilà, il faut garder à l'esprit que les manœuvres sont vraiment calibrées en air calme et que c'est très rare qu'on y arrive du premier coup à les réaliser correctement. Sur cette compréhension de la norme par les pilotes, qu'est-ce que tu voudrais ajouter ? Non, oui, effectivement, c'est vrai que quand la norme, elle commence par une sorte de définition de chacune des catégories qui, elle, est là pour donner des repères aux pilotes. Et c'est vrai que quand on lit notamment la catégorie A et B, on a l'impression que les ailes qui vont se trouver derrière vont être des ailes faciles, clairement. C'est écrit que la façon de retrouver le vol après une sortie du domaine de vol se fait tout seul, de façon très facile, et que les caractéristiques de vol sont adaptées à un pilote débutant ou à tout pilote. Bref. Et c'est vrai que ça me paraît être en décalage après avec ce qu'on retrouve. Et c'est ce que vous avez l'air de dire. Voilà, alors. Le gros problème, c'est qu'il y a le pilote dessous. Et 9 fois sur 10, quand il arrive quelque chose, comme disait Cédric, où ça va plus profondément que la norme, les pilotes surréagissent. Et on s'aperçoit, enfin en tout cas pour ma part, le peu d'incidents qu'on a en l'air,
c'est souvent dans l'autre sens. On demande au pilote de relever les mains plutôt que de dire contre la rotation, etc. On a beaucoup plus de gens qui sont par le stress, au moment où ça arrive, surpris. Ça part fort parce que globalement, une fermeture, ça arrive, c'est pas forcément effectivement que 50% de la corde ou 80% de la corde, ça va plus loin et quand ça part en rotation, eh ben, ça part un petit peu plus vite que ce qu'ils imaginent et derrière on a du surpilotage. En tout cas, moi c'est ce que j'ai dans mes réactions, c'est se faire gaffe beaucoup plus au surpilotage parce qu'on se fait surprendre. Dans la vraie vie, quand ça arrive, on s'y attend pas forcément. Et derrière, les gens, ils surcomptent. Et 9 fois sur 10, c'est un peu le problème qu'on a. Laurent, peut-être Je là-dessus. voulais juste compléter et puis donner un autre point de vue sur la norme aussi. Et ça, c'est le point de vue des pilotes d'essai qu'on a en interne. Plutôt des jeunes qui ont envie d'y aller. Et quand ils ont participé à la formation pour devenir pilote d'essai dans le laboratoire, les retours qu'on a eus, et c'est pas un seul pilote, c'est plusieurs pilotes, c'est de dire la norme, elle est quand même bien. Elle est quand même bien faite. Au moins, il y a une norme qu'on essaie autant que possible d'être reproductible partout, en France, en Allemagne, en Suisse, et c'est quelque chose qui n'est pas évident avec nos voilures souples. Et c'est pour ça que c'est compliqué, comme disait Cédric, à reproduire, à suivre le texte de la norme. Mais elle est quand même intéressante. Elle a quand même aujourd'hui combien 25 ans la norme. Elle a évolué, ouais, un peu plus. La pull, c'était La pull, c'est 88. Ouais, mais sur la norme, sur la forme Ouais. UN. Mais bon, voilà, donc elle a quand même un certain nombre d'années, elle a progressé. C'est long à mettre à jour. Il faut environ 6 ans pour mettre à jour une norme. Voilà, c'est assez compliqué, il faut que tout le monde soit d'accord, donc ça complique aussi le truc. Mais finalement, à la fin, on a quand même aujourd'hui, mine de rien, une norme les voiles qui passent la norme, on ne peut pas dire qu'il y a de mauvaises voiles. Ah bah, c'est sûr, mais... Elle est quand même exigeante et sur les A, principalement, je trouve que c'est presque plus complexe de faire une A que de faire une C aujourd'hui. Parce qu'il faut que, comme tu disais, la voile elle ressorte d'une fermeture, d'un domaine de vol, et elle retrouve le domaine de vol en moins d'un demi-tour, des choses comme ça. Alors sans action du pilote, mais même pour le pilote de test, sans action du pilote, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas tomber la sellette, quoi. Alors il y en a, ils vont peut-être se laisser tomber la sellette. Enfin, voilà. Donc tout est... L'homologation a des failles, elle est perfectible, comme tout, mais elle est quand même d'un niveau, je trouve, aujourd'hui, élevé, qui permet les voiles qui sortent sur le marché, à chaque fois on dit, de toute façon... pas de mauvaises voiles sur le marché. Et je pense que... mais je pense que c'est un garde-fou indispensable vis-à-vis des constructeurs. C'est l'histoire du parapente et de l'évolution du matériel qui nous le prouve. Il y a 30 ans en arrière, on volait sous des machines, tu prenais une demi-aile, il y avait de grandes chances de faire secours. Si tu l'avais. Mais oui, donc c'est un garde-fou indispensable. Oui, moi dans mon discours, c'est pas de dire attention, il ne faut pas de normes, pas du tout. C'est un garde-fou indispensable, mais qui n'est pas suffisant pour expliquer le comportement de nos ailes dans la vraie vie. Qui n'est pas suffisant de par sa nature, de la Tout à norme, fait. on a Et c'est compris, qui n'est pas suffisant aussi de par la difficulté de la compréhension par les pilotes. C'est l'interprétation qu'on L'interprétation de la norme, et donc vous avez évoqué tous les deux à demi-mot certaines petites failles parfois, ou des angles morts peut-être, dans la norme. Est-ce qu'on peut gratter un peu ça, creuser ça? Ce que j'entends, c'est peut-être des discussions de barres de latéraux, hein, mais c'est spécialement sur des voiles de début de progression, des B-Access, qui passent la norme, il n'y a aucun problème bien sûr, mais qui sont très tendus, qui ont des énergies, une puissance telle que ça peut surprendre. Moi, je pense, pilotes, oui, ça, on en parlait tout à l'heure entre nous en tant que pilote. Effectivement, aujourd'hui, toutes les voiles ont quand même une énergie, ça vole mieux. À partir du moment où ça vole mieux, et qu'on se retrouve en spirale, en virage engagé, le ressenti est supérieur à avant. Avant, on avait des parachutes, on tournait, il ne se passait pas grand-chose. Maintenant, même des voiles qui peuvent être utilisées en école pour faire de l'enseignement, elles ont une énergie qu'on n'avait pas avant. Bon, Elles se déforment moins. Oui, oui. Si, elles sont de plus en plus ouais. solides, Le elles fait sont que de plus ce en soit plus rigides. Au plus une voile est perf, au plus on prend des watts. Quand on est dans la sellette, au plus on prend de la force centrifuge. Donc, après, ce qu'il faut comprendre, par exemple, et là on va parler, je pense, d'un sujet qui a fait un peu polémique, une polémique sous-jacente au niveau de la neutralité spirale des ailes. Je vais juste vous décrire, je ne sais pas si j'imagine que vous en avez déjà parlé, juste vous décrire, nous à la norme, quand on passe une voile sur la manœuvre de la spirale engagée, ce qu'on doit faire. Et ça ressemble assez peu à ce qu'on fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand nous, en tant que pilote, on veut descendre, on veut faire de la spirale, vous êtes d'accord avec moi, on va se pencher du côté où on veut tourner, on va mettre de la commande jusqu'à ce qu'on en ait assez, et on va essayer de gérer la sortie. Pendant qu'on fait le test d'homologation de la spirale, on est dans une position bras haut, équilibré dans la sellette. Là, on va commencer à déclencher le virage sans se pencher à l'intérieur du virage.
Ça, c'est la première énorme différence sur la suite des événements entre ce qu'on peut faire nous et ce qu'on fait quand on est pilote d'essai à l'homologue. Donc on y va, on sait qu'on a un tour et demi pour mettre la voile en neutralité spirale. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir la force centrifuge maximale en un tour et demi, en moins d'un tour et demi. Une fois pendant ce tour et demi, donc là on a vraiment, ça appuie fort dans la sellette, on essaye de rester, le pilote test, c'est écrit dans les textes, on doit essayer de rester au centre dans la sellette. C'est-à-dire pas d'appui à l'intérieur, pas d'appui à l'extérieur. On va faire 2 tours comme ça, le plus vite possible. Et puis là, on va attendre. Donc généralement, quand on tourne, il nous reste à peu près 15 cm de frein. Vous voyez, côté si on tire trop, ça fait une SAT, ou ça flappe, ça ne marche pas. Donc on a à peu près 15 cm de frein, et là, ça tourne. Et là, on prend un point de repère, top 1 tour, top 2 tours. Ok, et là, je vais relâcher en 1 tour. C'est-à-dire que je vais relever ma main doucement comme ça, en acceptant que mon corps se laisse déporter vers l'extérieur de la rotation. Okay. C'est-à-dire que si je reste au centre, la manœuvre n'est pas réalisée. Et donc ça veut dire là, et après, on finit sur l'explication de la manière dont on réalise la manœuvre, et après, je vous dis, moi, ce qu'on doit en retenir ou pas. Donc là, j'ai un tour pour relever la main. Ok, je me laisse faire, j'ai le déport du poids à l'extérieur, et là, je vais compter le nombre de tours. Je vais d'abord vérifier si ça commence à ralentir, rapidement ou pas, et après, je vais compter le nombre de tours que ça va remettre, sans action du pilote, pour ressortir et faire une chandelle. Plus ou moins axé, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande à l'homologation. Maintenant, vous avez compris par rapport à ce qu'on doit faire, nous, dans la sellette, ça ne correspond pas toujours à ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, d'expérience, si vous déclenchez une spirale engagée, que vous commencez par vous pencher à l'intérieur de la sellette, vous allez rester penché à l'intérieur de la sellette. Et là, vous allez relever la main, vous pouvez relever la main avec toutes les voiles qui existent. Si vous n'avez aucune action côté extérieur, vous êtes en neutralité spirale. Et que ce soit avec une Alpha 7, avec toutes les voiles du marché, les Mojo, les Eona, toutes les voiles sont comme ça. Et ça, c'est pas plus maintenant qu'avant. Ça a toujours été comme ça. Moi, quand j'étais élève moniteur, j'ai eu le malheur un jour de vouloir faire la spirale à un stagiaire qui est allé jusqu'en bas. Et ça s'est bien fini, mais c'est un miracle. Et c'était en 98. Donc pour moi, c'est pas une nouveauté. D'accord. C'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'accidentologie, et notamment de cette année 2022, avec des accidents dramatiques, mortels, mais aussi de façon plus générale dans l'accidentologie en école, avec des moniteurs qui réfléchissent aux manœuvres qu'ils veulent faire à leurs élèves, parce qu'en fait, la spirale, c'était simplement un moyen de faire prendre de l'énergie à la voile pour travailler autre chose. C'était pas en soi l'exercice de la spirale. Et c'est ça qui leur fait un peu, pas souci, mais sur lequel ils se posent des questions pour trouver d'autres éducatifs. Clairement, c'est quelque chose qui nous est remonté cette année. En plus, moi j'aimerais mettre un petit bémol là-dessus. C'est que globalement, on fait faire, comme dit Cédric, les tests sont faits avec un certain type de sellette. Dans les écoles, on a d'autres types de sellettes, et il y a des sellettes, des couples sellettes-voiles, qui sont complètement antinomiques. C'est-à-dire qu'il y a des sellettes qui accentuent ce système-là, ou au contraire vont à l'opposé de ça. C'est-à-dire que suivant la sellette qu'on met dessous, et même avec une voile école, surtout avec une voile école, je dirais même, d'accord, parce que les voiles un peu plus allongées, à l'extérieur, elle va flapper, etc. Donc ça va se fermer tout seul, et donc du coup ça va ressortir de la spirale. Mais avec une voile école, suivant les sellettes qu'on met dessous, et quel que soit le type de sellette, on peut accentuer ce phénomène d'instabilité, ou dans l'autre sens, faire sortir une voile, ne pas pouvoir la faire entrer en neutralité. Neutralité Instable, on en a ou neutralité. mais, oui. Donc globalement, il faut faire aussi attention à ça, et le matériel est hyper important. Ok, donc les voiles A, B Access, c'est bon, on en a parlé, réglé le problème. Peut-être on ressort du frigo les 2 lignes. Tu viens de parler d'adéquation voile-sellette, donc ça m'y fait penser. Qu'est-ce que ça change pour les pilotes? Qu'est-ce que ça change en termes de pilotage? Qu'est-ce que tu observes? Surtout les voiles de ligne, ça permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'on enlève beaucoup de traînées. Globalement, aujourd'hui, les voiles de ligne sont de plus en plus confortables à voler, sont de plus en plus maniables. Avant, c'était un peu le frein pour les pilotes. On avait des voiles qui étaient pas forcément agréables, comme disait Laurent. On fait du parapente pour se faire plaisir, et les de ligne, c'était à la fois de la performance, mais on n'avait pas forcément ce côté plaisir d'être en l'air, de tourner le petit noyau, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas, grâce notamment à la X-Alp. On a redescendu sur des voiles très légères du 2 lignes, avec des voiles ultra maniables, souvent assez accessibles, résistantes à la turbulence. On commence à le retrouver maintenant sur des voiles de compète, avec la fameuse Zeno 2 qui vient de sortir. Tout le monde en parle, on a pas mal en l'air. On a des C qui arrivent, comme la Volt 4, Mathias en a une, donc il pourrait peut-être en parler aussi. Et globalement aujourd'hui, on se retrouve à avoir des voiles à la fois hyper plaisantes,
et qui ouvre un domaine de vol assez inédit pour les pilotes, puisque avant on parlait de 45-50 km/h, on va dire deuxième barreau. Aujourd'hui, avec ces deux lignes-là, on parle plutôt de 60 km/h. Et à 60 km/h, une voile, on va dire en souple, se pilote plus pareil. Et donc là, je pense que globalement aujourd'hui, nous, notre boulot, enfin moi, mon boulot, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux pilotes, et notamment pas forcément ceux qui rentrent dans l'activité aujourd'hui, parce qu'ils sont tout frais, on leur fait passer à peu près ce qu'on veut, mais notamment tous ces pilotes qui ont 200, 300, 400, 500 heures de vol, qui volent depuis plus de 10 ans, que globalement, à part apprendre de ce type-là, ne se pilotent plus du tout de la même façon. Et notamment dès qu'on touche l'accélérateur. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on... Tu sais, c'est le pilotage aux arrières obligatoire. C'est le pilotage aux arrières obligatoire qu'on commence à avoir sur du 3 lignes. Sur certaines 3 lignes, on va dire les fameuses C dernière génération. Il y en a une chez Super, la Savage, Sigma 11 chez Advance, et on peut en donner la Pina 4, toutes les marques en ont, où on commence à avoir des accessoires pour piloter au C. Et maintenant, sur du B, on va piloter au B. Et surtout, il faut prendre conscience aux gens, où avant on disait attention, point de contact, voire même un petit peu plus bas. Aujourd'hui, c'est que dès qu'on touche l'accélérateur, surtout on ne touche plus les freins, et on pilote plus qu'avec ses poignets sur les baies. Et ça, c'est un changement de mentalité qu'il va falloir faire passer un petit peu partout, chez les moniteurs, chez vous en tant que référent sécurité dans les clubs, où on se dit ça pilote plus du tout pareil. Les réactions ne sont pas du tout les mêmes. S'il nous arrive un incident, on va dire... au-delà du premier barreau d'accélérateur, si on touche les freins, on amplifie les problématiques. Okay. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience quand même et faire passer le message. Aujourd'hui, c'est le mouvement naturel des fabricants. On va vers ce côté performance, accessibilité sur des voiles de ligne. Voilà. Avec sentiment d'accessibilité que tu décrivais avec son piège. Il est réel. Enfin, moi, en tant que pilote, aujourd'hui, c'est tellement simple de voler avec ces machines-là que globalement, pourquoi on n'y va pas ? Ce que tu me disais en préparant l'interview, c'est qu'une Zeno, c'est presque aussi ça bouge moins qu'une voile école, quoi. Pratiquement. Et c'est plus résistant. Et c'est plus résistant à la turbulence. C'est plus résistant à la En turbulence. plus. Donc globalement, tous les pilotes qui ont un petit peu un niveau vont aller chercher ça, et quand on vole là-dessous, on n'a pas envie de revenir en arrière. Parce que globalement, ce sentiment-là, il est quand même juste génial. Voler à 60 km/h le long des falaises. Voilà, aujourd'hui c'est... Ça dépend des conditions. On est bien d'accord, c'est bien le problème. Oui, C'est excellent tout ça. Donc la problématique aujourd'hui, c'est... Le juge de paix sera l'accidentologie. Donc la problématique aujourd'hui, c'est le matériel nous le permet. Maintenant, c'est comment nous on fait pour permettre aux pilotes qui vont là-dessous de voler toujours de plus en plus en sécurité finalement. Après moi, pour revenir un petit peu sur le peu d'expérience que j'ai, je vole moi sous des 2 lignes, et comme j'essaye quelques ailes, j'ai pu essayer la Volt. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que au niveau de la résistance à la turbulence, c'est-à-dire qu'on va traverser la même turbulence avec une 2 lignes ou avec une 3 lignes, même de catégorie d'homologation inférieure, le profil va être plus résistant en 2 lignes parce que les points d'attache sont reculés. Au niveau de l'incidence, il y a une meilleure gestion de l'incidence. Par contre, une fois qu'on sera hors domaine de vol, sur une fermeture asymétrique par exemple, le débattement qui va nous rester pour piloter la voile sera peut-être un peu différent. Et tout à l'heure, je rebondis par rapport au surpilotage, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le surpilotage, à votre avis, pour vous, là, en tant que pilote, c'est quoi le surpilotage ? C'est-à-dire, ça va être des grosses amplitudes, ou vous pensez que ça peut être des petites amplitudes suffisent pour faire du surpilotage ? Une fois qu'on est hors domaine de vol. Il y a ça, effectivement, c'est très important. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre le débattement qu'on a dans le domaine de vol, c'est-à-dire que sur la plupart des ailes, on a au minimum 50 cm, c'est-à-dire que tout va venir se jouer au niveau des hanches, entre le moment où ça vole et le moment où ça s'arrête de voler. Si vous détruisez le profil, c'est-à-dire que vous faites par exemple un décrochage, une phase de parachutage, votre profil s'est pincé, hop, ça vole plus, d'accord ? On a une vitesse qui est verticale. Là, il y a certains modèles de voile, ce qu'on appelle la marge de surpilotage, qui vont se remettre à voler avec les mains aux épaules. Ok, le profil se reconstruit, pam, ça revole. Il y a certains modèles de voile où jusqu'à 5 cm des poulies, ça ne revole toujours pas. Ça veut dire que dans certaines configurations, on prend une fermeture, je suis surpris, je surpilote, ok, je passe à travers, là, mon profil se vide. Là, le surpilotage, ça peut être 5 cm de frein, même sous une baie. D'accord ?
Et ça, on ne le mesure pas à l'homologation. C'est-à-dire qu'à l'homologation, il n'y a que la manœuvre de la demi-aile avec maintien de cap où on va chercher le point de décrochage, mais destruction du profil, et là je regarde quel débattement il me reste avant que ça revole, l'homologation, de ce côté-là, elle ne nous informe pas. Donc là, on a une faille, un angle mort en Voilà, tout cas. ce serait de peut-être l'homologation. quelque chose qui, à terme, pourrait être envisagé par la norme. Oui, mais est-ce que le surpilotage, c'est pas juste un problème pour les mauvais pilotes? Je vais arriver avec tes gros sabots. Non, mais ouais, moi je pense, parce qu'on en a discuté au téléphone hier, et je disais que moi, ça fait pareil, ça fait un peu plus de 30 ans que je vole, et j'ai pas mal de pilotes qui me connaissent, ils me voient faire des pré-tests, des machins, ils s'imaginent que moi, je fais partie des gars, quoi qu'il arrive, je vais réussir à récupérer. C'est pas vrai. C'est faux. Moi, je me rends compte parce que je me filme. Tous les vols que je fais, où je sors du domaine de vol, je me filme. Et il y a plein de fois où je me regarde ensuite, et là, je me vois planter une main alors qu'il n'y avait aucune raison de la planter, ou d'être dissymétrique à un moment où ça n'avait aucun intérêt d'être dissymétrique. C'est-à-dire que je pense honnêtement qu'on est tous capables de surpiloter. C'est-à-dire d'avoir une réaction qui n'est pas adaptée au moment T, on va dire. J'en ai discuté, on a la chance de côtoyer des pilotes de très très haut niveau, qui gagnent des Coupes du Monde, et qui nous disent, l'autre jour je me suis mis un sketch, je me suis rendu compte que je faisais de la merde. C'est-à-dire qu'ils mettaient les mains alors qu'il ne fallait pas. Je ne vais pas balancer des noms. Mais, donc voilà, par Seiko, sinon les autres ils l'avouent. Non, mais du coup, donc ce qu'il faut se dire, et je pense qu'ici, dans cette salle, on est tous capables de surpiloter, c'est-à-dire d'être surpris et d'avoir une action qui fait que ça ne va pas améliorer les choses. L'intérêt de la formation et de travailler sur des stages hors domaine de vol, de jouer, de passer du temps sous sa voile, c'est de dire, ok, là je suis en train de faire de la merde. Mais je ne suis pas encore par terre, parce que tant qu'on est en parachutage, on n'est pas en train de tomber du ciel. 7-8 mètres secondes, la vie est belle. Okay, en autoroute, on peut être à 25 mètres secondes. C'est plus la même ambiance. Du coup, ok, j'ai bloqué ma rotation, ouais, je suis passé à travers. Et là, ok, hop, je me réveille et je vais y aller tout en douceur. Okay, et je vais avoir des actions de pilotage et je vais accepter d'être capable, à certains moments, s'il faut remettre les mains aux poulies, je remets les mains aux poulies. Après, je ne vous dis pas que ça y est, c'est fini quand vous avez fait ça. Parce que si la voile, elle se remet à voler, qu'elle est un peu derrière, youhou, ça va arriver à 200 à l'heure. Okay, donc là, derrière, on plante un grand coup de frein et une tempo, vous avez dû en parler, mais une fois qu'on a freiné, on a fait 30% du boulot. Ce qui est important hors domaine de vol, c'est votre capacité à relever la main au bon moment, mais surtout à les relever vite. D'accord ? Une action de pilotage, une fois qu'on a bloqué une grosse abattée, le relevé des mains sera toujours rapide. Si vous le faites doucement, vous risquez de repasser par un dépôt dynamique. Donc là, on est en train de vivre un CIV avec toi. Et je me posais la question, en t'écoutant, en termes de formation, en tout cas, est-ce qu'on met suffisamment l'accent sur éviter ces situations plutôt que de quoi faire quand ça arrive? Bien sûr, les deux sont utiles, mais bon. Moi, je pense que globalement, c'est toujours que le pilote, il ait une référence dans l'espace. Aujourd'hui, on a beaucoup de soucis. Même en cross, on s'aperçoit que les gens, ils ont la tête pendue là-haut. Ils regardent ce qui se passe sur la voile. Même quand il n'y a pas d'emmerde, mais dès que ça bouge un peu. Et il y a cette perte de référence dans l'espace. Globalement, c'est le plus important de savoir si on va vers l'avant, vers l'arrière, si on descend, si on monte, si on tourne. Il y a des pilotes qui ne s'en rendent même pas compte. Donc, à un moment donné, d'avoir la tête pendue là-haut, ça pose un problème. Donc, un des problèmes qu'on a aussi, quand comme disait Cédric, ça nous arrive de se faire coincer, le premier réflexe, c'est de savoir où je me situe. Et ça, le fait de me situer, c'est pas là-haut, la voile est déformée, c'est par rapport à moi, par rapport au sol, qu'est-ce que j'ai comme espace? Est-ce que j'ai du temps? Ça, c'est la première chose aussi pareil, quand il nous arrive une emmerde, est-ce que j'ai du temps? D'accord? Et par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça se passe dans mon dos, devant moi? Et donc, ce référentiel dans l'espace, il est hyper important. Donc, le regard du pilote, qui doit se faire vers le haut, vers le bas, vers le 360 degrés pour savoir où il se situe. Dès qu'on a des emmerdes, souvent on s'aperçoit que les pilotes, et même nous en tant que pilote d'essai ou quand on essaie des voiles, le regard il monte là-haut. Donc c'est s'obliger à un moment donné à se dire qu'est-ce qui se passe autour de moi. Il n'empêche que la majorité des pilotes et les 50% qui volent moins de 40 heures, je vais me mettre dedans, on a beaucoup de mal à se donner la référence de où on en est. On est d'accord ? Et notamment lorsqu'on part sur une fermeture asymétrique et que ça part fort, on a vraiment l'impression que très rapidement on est submergé par plein de choses. C'est un constat qu'on fait depuis un petit moment quand même, et notamment il y avait la maxime un tour je fais secours qu'on donne à la fédération là, depuis un moment, et je pense qu'elle porte un petit peu ses fruits. On le voit aussi dans les statistiques accidents.
Il y a eu des années dramatiques sur les fermetures asymétriques, avec beaucoup de gens qui ne tiraient pas le secours. On a l'impression que ça s'érode un peu ces chiffres-là, qu'il y en aurait de moins en moins qui se font grièvement mal. Il y a toujours des fermetures, mais voilà, il y a toute une catégorie de pilotes qui se disent bon, tant pis, je vais perdre un peu, mais ce soir, je suis dans les arbres et je me ferai pas plus mal. Voilà. Après, c'est sûr que pour des pilotes plus expérimentés, il faut apprendre à se représenter les choses. Il Mais ne faut pas l'oublier ce cours, parce que c'est un des problèmes qu'on peut avoir nous en tant que pilote un peu plus ancien, c'est que on se dit on va pouvoir récupérer. On peut aussi oublier de faire ce cours. il y en a eu. Donc, Oui, le message c'est ça va un peu mieux, mais on n'est pas encore. le n'est pas secours, sauvé. c'est quand On n'est même. pas encore c'est quand sauvé. même, voilà. Ouais. Et à un moment donné, il faut pas l'oublier, et on peut en avoir besoin, et si on en a besoin, il faut penser à mettre la main sur la poignée. Moi, j'aimerais bien entendre le constructeur. Je te vois, Laurent, écouter très attentivement, prendre des notes. Tout ce qui vient d'être dit autour du comportement des voiles, de l'adaptation au pilote, qu'est-ce que ça t'évoque? Là, comme ça, non, mais tout ce qu'ils disent, déjà, vous avez beaucoup d'expérience. Alors, moi, c'est bien, je vole aussi depuis 30 ans, mais pas avec le même niveau et pas avec le même nombre d'heures de vol. J'ai aussi surpiloté quand j'ai pris la voile sur la gueule, comme tout le monde. Voilà. Et j'ai aussi regardé la voile plutôt que de regarder devant. Donc, je me considère bien dans les gens dont vous parlez. Après, les constructeurs, je pense que là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'enseignement. Accompagner l'enseignement avec l'évolution des produits, des voiles, des sellettes, un peu tout. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui, je pense que peut-être 50% des gens volent, en tout cas Annecy par exemple, en cocon. Et ça a peut-être changé. Ah oui, on n'a pas beaucoup parlé cocon et Ouais. beaucoup voile. 80 Qu'est-ce que tu observes, toi, Alors, dans la demande des sur les pilotes? observations, je pense qu'il vaut mieux que ce soit Joe, c'est vrai, qui disent un peu sur ça là. Globalement, quand on regarde un site, on se projette à plan fait la forte là, on va se mettre par terre, on regarde. Il y a, je dirais même plus de 50%, il y a plus de 80% des gens. Si on enlève les gens qui sont dans l'école, on va dire, qui font de l'initiation, etc., tous les gens qui volent pour eux, on est plus à 80% de gens qui volent avec des cocons que des gens qui volent avec des sellettes. Alors, sur site. Même sur site. Ouais, mais sur site, après, tu fais vol rando, ça permet de Après diminuer j'enlève un les peu vols rando. Après, les vols rando, on a des voiles un peu spécifiques, mais dès qu'on a des voiles, on va dire B, classiques, B, C, D, on s'aperçoit que pratiquement 80% des gens volent avec des cocons aujourd'hui, c'est une réalité. Donc derrière, il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi pour nous. Moi, dans mes stages, j'ai plus de 80% des gens qui volent avec des cocons. Ouais. C'est plus de 80%, c'est 90% des gens. Et si je reprends statistiquement pour moi, les incidents que j'ai eus, où les gens ont fait secours, dans les 7 dernières années, c'est que des gens qui n'avaient pas de cocon. Je ne sais pas si on peut tirer vraiment une statistique solide de ça. Je devrais y arriver là-dessus. Donc globalement, il n'y a pas de corrélation entre cocon pas cocon sur on va dire l'accidentologie, en tout cas, à travers de ce que moi je vis. Discours. Après, Ouais, ouais, c'est juste vrai. pour rebondir là-dessus, moi, quand on fait les tests d'homologation ou quand vous regardez des acrobates voler, vous en verrez jamais un en cocon. C'est clair. Parce qu'en termes d'équilibre, pour récupérer quand on est vraiment hors domaine de vol, tout est plus confortable quand on est assis. Après, il y a des sellettes qui permettent de retrouver une position assis, même en cocon, et ce qui fait que quand les pilotes sont formés, les accidents, c'est surtout des pilotes. Hein. Quand les pilotes sont formés, par exemple, on sait là sur la dernière version de la D-Lite 4, si vous écartez le genou, vous rentrez les pieds, vous êtes dans une position de sellette très proche de l'Evolite. Moi, je fais les tests d'homologue avec l'Evolite de Super. Et donc, quand on vole avec un cocon, à partir du moment où on est capable, quand c'est parti, qu'on s'en est pris une instantanément, avant toute chose, de rentrer les pieds, d'écarter les genoux, on peut se retrouver dans une position relativement assise. Et d'avoir une planchette. Ouais. Et une planchette, c'est mieux. Mais c'est pas ça. Il y a des pilotes qui sont très bien dans des hamacs. Ça, c'est toujours Je veux qu'on revienne De toute façon. toujours sur cette problématique de sellettes et des cocons qui se répandent, enfin, qui n'est pas une problématique, voilà, on le constate. On est à une semaine de la Coupe Icare. Je pense au stand Super que j'ai en tête, qui était magnifique. D'ailleurs, avec beaucoup de pilotes qui défilent, qui viennent essayer votre matériel. Est-ce que vous avez des fois un petit peu des inquiétudes en voyant des pilotes, mais vraiment en tout début de Ouais, progression, qui visent Ça, c'est des assez cocons flagrant. pointus? Ouais, c'est assez flagrant depuis quelques années. Et ça nous arrive souvent avec Clément quand on est sur le stand, que ce soit en Allemagne par exemple. des Clément gens qui Latour, arrivent, ouais. Clément Latour qui arrive et qui ont 5 ans de vol et qui regardent et qui se mettent dans une strike, il y a un cocon de marché-vol léger. Et là on se dit en fait, bah non, c'est pas pour vous, mais
même s'ils sentent bien et tout, mais voilà, il y a des produits qui sont quand même moins accessibles et qui vont complexifier la gestion en cas de pépin, parce que quand tout va bien, c'est sympa. Après, il faut aussi reconnaître que le cocon, même pour un pilote comme moi du dimanche, c'est confortable, il y a un appui des pieds, on a une sensation qui est quand même en vol, qui est quand même agréable. Il fait chaud. Voilà. Il fait plus chaud, Ouais. donc non, mais mine de rien, c'est aussi important. Donc il y a plein d'avantages quand même au cocon, mais voilà, la sortie du décollage à attraper le cocon sans lâcher les commandes, c'est pas mal aussi, parce que ça peut être une source d'accident. Bien sortir avant et plutôt que d'arriver comme ça, voilà, jusqu'à 50 cm du sol, pour faire bien à l'atterrissage, en restant dans le cocon. Si la moindre fermeture à 20 mètres sol, ça va être compliqué à gérer. Mais sinon, le cocon a quand même plein d'avantages et plein de bonnes choses. Et il y a des gens aujourd'hui qui vont vers le cocon, naturellement oui, mais qui ne se rendent pas compte que ça demande un peu plus. Et là aussi, c'est compliqué. Alors nous, on essaie de le dire, mais bon, après les gens en boutique, ils font ce qu'ils veulent aussi. On essaie de dire, voilà, on fait des sets avec cocon, sur les D-Light par exemple, qui sont des sets plutôt stables, qui sont réputés, et on les annonce comme des sellettes accessibles en tant que premier cocon. Ce n'est pas le cas de tous les modèles dans la gamme. Mais quand c'est le cas, on le dit, parce qu'on sait que c'est des produits qui vont... On a le retour des gens qui font des cibles, des stages cibles, où ils nous disent, ouais, avec la D-Light, ça se passe bien, avec ce modèle-là, un peu moins, donc ça nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience, de dire aux gens, voilà, selon votre pratique, c'est adapté ou c'est pas adapté. Donc c'est vraiment dans la communication spécifique que vous faites sur chaque produit que vous essayez de cibler au mieux le type de pilote. Ouais, de donner un maximum d'informations pour les pilotes pour qu'ils choisissent en connaissance de cause. Parce qu'après, ils sont libres. C'est du vol libre. Ils sont libres. Certes. Mais ouais, ça reste. Mais c'est pas mal. Et c'est important. Mais c'est bien de leur donner un maximum d'informations. Voilà. Ok. Alors il y a un acteur dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant, et puis c'est peut-être le moment de l'évoquer, c'est la PMA. Laurent, tu voulais peut-être en dire spécifiquement alors, la PMA, deux mots, parce que c'est pas très bien connu en plus. Ouais, donc, c'est pas très bien connu parce que alors ça veut dire Paraglaning Manufacturer Association. C'est assez ancien, on va pas loin d'avoir une vingtaine d'années. Le slogan aujourd'hui, c'est on s'occupe tous de la sécurité. Donc c'est pas pour que les fabricants gagnent plus d'argent ou qu'ils vendent plus de matériel, c'est axé sur faut qu'on préserve notre activité qui est géniale, mais qui est aussi accidentogène, et qu'il ne faut pas que ce soit trop accidentogène, sinon il y en aura de moins en moins qui en profiteront. Et là récemment, depuis 2 ans, on a mis en place des nouvelles choses. Alors moi je suis vice-président et puis je suis dans l'association depuis longtemps. Je trouve ça chouette. Alors déjà c'est un super moment parce qu'on partage tous. Donc, alors il n'y a pas toutes les marques, mais on représente 70% des marques aujourd'hui en termes de volume du matériel qui est mis sur le marché. Et c'était un peu aussi au départ fait un peu pour le contre-pied du DHV qui avait un peu l'hégémonie sur la sécurité, sur plein de choses, avec un positionnement qui peut parfois être contestable, même si ça amène des bonnes choses, c'était quand même un peu... voilà. Donc c'était venu là un peu pour dire, attendez, il n'y a pas que vous qui avez voix au chapitre, et on a aussi des choses à dire en tant que fabricant, mais comme ça se fait dans d'autres domaines, dans le matériel de montagne, ils ont aussi un groupement de fabricants qui fait des normes, qui fait plein de choses. Et donc là, on a commencé à mettre en place des groupes de travail sur des thématiques particulières. Il y en a 3, il y en a une avec un résultat qui va sortir dans les prochains mois, on va dire, avec des idées d'améliorer. Alors, on ne va pas complexifier les choses, on ne va pas rajouter des normes, il y en a déjà assez. On n'est pas là pour faire des normes. Mais on va essayer d'améliorer ou de donner des standards qui n'existent pas, donc on se met d'accord entre fabricants. Et là, je me dis qu'on a quand même la chance d'évoluer dans un milieu quand même sympa, avec des gens passionnés, parce qu'autour de la table, quand vous êtes concurrents, clairement, et quand on travaille main dans la main, pour se dire on travaille pour notre milieu, pour notre activité, c'est plutôt chouette. Et ça marche quand même bien. Et donc aujourd'hui, dans le groupe de travail, on est avec Woody Valley et Delrid. Dans notre groupe de travail, il y a Ozone, il y a Jean. Et ces gens-là, ils se mettent autour de la table et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le marché, pour que notre activité elle soit pérenne et qu'elle se développe bien et qu'on évite des accidents, des choses. Donc c'est plutôt bien. Ça, c'est pas très connu, on communique pas bien dessus parce qu'on est tous, les 3 quarts, on est tous les dirigeants de nos entreprises. Il y a quelques salariés des entreprises qui participent au groupe de travail et donc on a un petit peu pris. Donc à chaque fois, c'est des réunions. Alors là, avec le Covid, on a appris à faire plus de vidéoconférences, mais à chaque fois, c'était Munich, c'était Annecy, on se déplace beaucoup. Juste dans le détail, ce que je ne comprends pas exactement, c'est l'articulation avec la norme. De quelle façon la PMA peut
Alors la PMA, si elle Jouer sur la norme. VG6 de mémoire, donc le Working Group numéro 6, le groupe de travail numéro 6 qui est au sein du CEN, donc la commission de la norme européenne, D'accord. voilà, qui met à jour les normes. Donc c'est compliqué parce que les fédérations, on voit au chapitre, les fabricants aussi, s'ils le demandent. Il faut que tout ce monde-là travaille ensemble et à la fin soit d'accord pour que le texte soit voté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit 6 ans à peu près, c'est le délai. Ok, donc c'est pas la PMA qui décide de la norme, Non, évidemment, du mais tout. ça fait Non, partie et c'est normal des parce qu'on- acteurs. on est fabricant et c'est pas notre métier. Oui, oui, ça serait... On est un c'est pas acteur. ça. Il y a les fédérations qui représentent les pratiquants. Il y a l'État, enfin il y a l'État aussi. Et c'est important qu'on ne soit pas juste nous à dire on va faire cette norme-là. Même si on va toujours le faire dans l'intérêt. Et l'intérêt final à chaque fois, moi j'ai eu des discussions des fois avec le DHV, c'est on vise l'intérêt du pilote, quoi. Le reste on s'en fout en fait. Enfin, moi, quand je suis en réunion là-bas, je suis en la casquette et là on est là pour les gens, quoi. Si ce qu'on fait ça va dans le sens de qu'ils prennent plus de plaisir, qu'ils se fassent moins mal et que c'est bon, on a réussi, quoi. Ouais. Bon, on Et- signe en bas sur Et cette alors, norme. très concrètement, les groupes de travail sur lesquels, Il y en a un où tu peux. sur lesquels vous travaillez, c'est quoi les sujets? Alors les trois que sujets, vous il y en a traitez. un qui est l'harmonisation des centres de contrôle, que Ouais. voilà, tu pilotes sur un peu ça en France. Pas check. Il y en a un autre qui est sur la partie, on voudrait pouvoir changer facilement les tissus qu'on utilise sur nos voiles, normalement on est censé repasser la norme, donc faire un load test, un shock test, faire un vol. Donc c'est beaucoup d'argent à chaque fois, c'est du temps. Et là, Juste quand on change le grammage du tissu. Non, même par la exemple, référence, même- pendant juste d'une la marque à référence. l'autre. Voilà. Ok. Principalement. Et là, ça s'est accentué, notamment avec les problèmes d'approvisionnement qu'on a eu début 2021, quand Dominico a dit on va arrêter le tissu de parapente. Du coup, c'est Nickel. compliqué. Non, rien que pour nous, c'est la première année où on s'est dit tiens, on va faire des voiles avec du Dominico. Avant, on faisait des 100% Porsche. Et on s'est dit bon, bah, on va faire un peu comme font les copains. Parce qu'il y a aussi des intérêts. Il n'y a pas un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Les deux marques ont leur propre intérêt. Et puis et c'est la première année où on sortait des voiles avec du Dominico, on fait ah ben chouette, donc là on a tout repris nos voiles, on les a passés en Porsche 100%, on a tout homologué. Donc c'est du boulot, c'est du temps, c'est du coût. Et là on a les marques, on n'est pas les seuls à sujet à ça. Et donc là les marques elles travaillent pour se dire est-ce qu'on peut pas trouver un équilibre pour si on change ce tissu-là et que celui-là c'est un équivalent, on peut. C'est ce qui se fait en parachutisme, c'est ce qui se fait dans d'autres domaines. C'est un cours de travail, ça avance, mais c'est long, il faut mettre tout le monde d'accord, c'est de la réflexion, c'est un peu de... on n'a pas envie de sortir quelque chose comme ça. Donc voilà, ça avance, mais ça va mettre encore du temps. Et peut-être qu'un jour, ça sera inscrit dans la norme. Excellent. Mais si le PMA arrive à sortir une directive, comme on appelle ça, comme il n'y a rien d'autre, ça fait un faux office de... il n'y a que ça sur le marché, ça fait pas loi, mais peut-être presque. Et par force des choses, ça rentre dans la loi au bout d'un moment. Ok. Et le dernier, c'est sur les mousquetons. Donc, le travail dans lequel je suis pour définir un standard des mousquetons de parapente, parce qu'il n'y a aucune norme sur les mousquetons de parapente. Même s'ils sont testés, même s'il y a plein de choses de faites. Voilà, on s'est dit, demain, on doit développer un nouveau mousqueton. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait qu'il tienne quoi ? Quelles seraient les exigences ? Et voilà, on a écrit, c'est quasiment prêt, on l'a envoyé aux fabricants là, pour qu'ils testent et qu'ils regardent ce qu'ils nous ont dit, et qu'ils nous fassent part de leur retour avant qu'on la rende publique. Et après, ça sera juste une directive, c'est-à-dire qu'un fabricant pourra faire ce qu'il veut, il n'est pas obligé de la suivre. Mais l'idée, c'est qu'on soit tous à peu près avec le même niveau. Oui, c'est un standard, une charte. C'est un standard et qui a nécessairement une vocation norme. à évoluer, à s'améliorer. Mais au moins, aujourd'hui, il n'y a rien. Donc on se dit, ça serait bien qu'on mette quelque chose au départ. Voilà. C'est pas rajouter des surcouches, pas complexifier le truc, parce qu'aujourd'hui, sur les mousquetons, on a beau dire, il n'y a pas d'accident. Les mousquetons sur lesquels il y a des accidents. Ou très peu, ouais. Ouais, elles ont. C'est très marginal, ouais. Ouais, puis c'est d'utilisation anormale, on va dire. Biplace. Donc il n'y a pas de problème, mais finalement on ne sait pas trop, donc on est toujours un peu craintif quand on met un mousqueton sur le marché, même si on a fait des tests, des choses comme ça, on se dit bon, là ça permettra d'harmoniser, d'avoir, dire si ça tient, enfin si le mousqueton passe ces tests-là, normalement il est censé tenir. Ok. Donc ça va dans le bon sens. Et les Excellent. fabricants travaillent bien ensemble quand même. Pas tous, Bien. mais une grosse partie. On s'en réjouit collectivement. C'est une bonne chose, c'est bien. Les AS, ça va être bientôt à vous. Préparez vos questions. Mais avant ça, j'aimerais bien peut-être profiter de votre présence ensemble pour peut-être faire un petit exercice de prospective. Ça pourrait être comment vous imaginez le vol libre dans 10 ans.
encore mieux, moi je trouve. De mieux en mieux. Qui veut commencer? Joël? Ouais, c'est l'évolution aujourd'hui du matos nous laisse espérer on va dire un milieu encore plus sain. Et le pendant de ça, pour moi, c'est effectivement de dire aux gens que on reste sur du souple et globalement on ne peut pas voler dans n'importe quelle condition. Et qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être parler un petit peu plus de la responsabilité du pilote avant le décollage, etc. Mais le matos lui-même, aujourd'hui, il fait qu'amener les pilotes vers de nouveaux horizons. Et toujours de plus en plus facile. Enfin, moi, honnêtement, par rapport à... J'ai commencé en 84. Donc tout est de la faute du pilote. Hein. Moi, j'entends quand même beaucoup ça. Hein. Non. Mais je pense que ce sera un bon sujet de discussion. Je pense que globalement, aujourd'hui, on a mis le paquet sur le matériel. Tous les fabricants, depuis 88, se sont réunis et, comme disait Laurent, travaillent pour que le milieu soit de plus en plus sain et de plus en plus, on va dire, sécuritaire, entre guillemets. Et pour l'instant, le maillon, on va dire, dessous, ça reste le pilote. C'est comme dans une voiture, il y a toujours quelqu'un au volant et on a toujours les commandes dans les mains. Et donc, à nous, maintenant, en tant que professionnels de l'enseignement, de trouver les moyens d'accompagner ces pilotes vers cette nouvelle génération de matériel qui est de plus en plus sympa, quoi. Et vous, à travers les clubs, de vraiment les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le principal truc, il est là. C'est d'accompagner les pilotes. Prospective, volib de dans 10 ans. Oui, Cédric. S'il y a la même évolution que sur les 10 dernières années, je trouve que ça va être génial. On a vraiment tout à gagner. Puis parallèlement à ça, c'est l'évolution des matériaux. Parce qu'aujourd'hui, les théories de la mécanique de vol, elles sont maîtrisées par les concepteurs. Ce qui fera évoluer notre matériel, c'est les matériaux. Le jour où on aura des suspentes qui seront épaisses comme des cheveux, en termes de performance, ce sera monstrueux. On aura des trucs qui vont voler super bien. Après, petite parenthèse par rapport à ce que tu sous-entendais, moi je considère vraiment que les accidents, par rapport aux amis qui sont morts autour de moi ou qui ont des accidents graves en parapente, moi des incidents que j'ai pu vivre, pour moi un accident c'est 100% de la faute du pilote. Dans son choix de matériel, ça peut évoluer, ça peut influer, mais je pense qu'il ne faut pas trop se voiler la face, chercher des excuses à l'extérieur. Quand on se fait mal, c'est qu'il y a une combinaison de facteurs ou une énorme erreur monumentale. Mais je pense vraiment, le jour où je vais taper fort et que ce sera terminé, j'en ai déjà parlé aux membres de ma famille, je l'aurais cherché entre guillemets. Ce ne sera pas la faute à pas de chance. Voilà. À partir du moment, si vous voulez, on parle rapidement de la prise de risque, au niveau de la prise de risque, à partir du moment où les pilotes ont conscience des risques qu'ils prennent, je considère qu'il n'y a personne qui peut aller les voir et leur dire « fais pas ci, fais pas ça ». D'accord ? À partir du moment où vous en avez conscience. Des pilotes qui n'en ont pas conscience, c'est plus embêtant. Mais Joël, dans l'accompagnement. Voilà, des tout pilotes. à fait. Donc je pense que, et c'est là où je pense que votre rôle est super important, et notre rôle tous en tant que pilote, parce que sans être AS personnellement, quand je suis sur un site et que je vois que les conditions ne sont pas habituelles, et que je vois que visiblement dans la manière de préparer son matériel, un pilote aura, en tout cas connaît pas le coin et risque de se faire piéger, je me permets d'aller le voir et de lui dire, moi d'après ce que j'observe, ça me paraît pas opportun de décoller. Et de renoncer au vol, je pense que ça reste le truc le plus important. On reste sur la prospective. Le vol libre dans 10 ans. Moi aussi, je suis vachement enthousiaste parce que le nombre de pilotes, il augmente. On l'a vu depuis 2010 à 2020. Là, on a pris 50% de pilotes en plus. C'est énorme. Et j'ai l'impression qu'on continue sur cette lancée. Le niveau moyen des pilotes, de mon point de vue, il augmente aussi vachement. Par les partages de connaissances, par tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Et ça a fait muter les pilotes clairement. Et donc on peut être vraiment... on peut se dire qu'à l'avenir, ça va continuer comme ça. La petite limite, c'est qu'on pratique tous aux mêmes endroits, sur les mêmes sites. Voilà, c'est une autre problématique, mais on sent que... Voilà, après, on part faire du cross, faire des choses. N'empêche qu'on décolle souvent tous au même endroit. Ça sera à gérer. Mais bon, on va y arriver. Et belle activité en augmentation. Et ça, c'est sympa. Est-ce que la diversification des pratiques, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, va se prolonger ? J'entends par là les nouvelles pratiques qui apparaissent, le hike and fly. Est-ce que ça, c'est une tendance forte ? Le hike and fly, je pense, c'est plus un retour aux sources du parapente. Exactement. Mais effectivement, nous, on s'est mis à voler parce qu'on faisait de la montagne pour descendre sans se fatiguer. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression, mais c'est dans ma vallée, dans la vallée du Grand Beau, où les nouveaux pilotes sont un peu plus jeunes et ils crapaillent tous. C'est-à-dire qu'ils achètent tous du matériel réversible, des sellettes. Voilà.
et avec du matériel plutôt léger. Donc moi j'ai l'impression dans ma vallée, je ne sais pas au niveau des statistiques si ça correspond, mais voilà, on est de retour sur une activité plus sportive et sur un public peut-être un peu plus jeune aussi. Un peu plus jeune. Laurent, la vue du constructeur à 10 ans. Ben, ça rejoint ce que vous disiez. Je pense plus de plaisir, on aura plus de performance probablement, clairement. Et puis tout ça, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse avec la sécurité qui progresse aussi en même temps, que ce soit au niveau de l'enseignement et puis au niveau du matériel, quoi. Moi, il y a des choses sur lesquelles on travaille, par exemple, c'est vrai qu'il est bien placé parce que des fois on le sollicite sur des voiles où ok, elle passe la norme, mais comment elle réagit en dehors du domaine de vol, est-ce qu'elle est chaude ou pas? Alors selon le programme, parce qu'une les pilotes qui vont être dessous, ils sont capables de gérer, on peut penser. Mais sur une voile plus accessible, c'est intéressant pour nous, pour moi, en tant que dirigeant aussi, par souci des produits qu'on propose, dire ok, mais sortie du domaine de vol, elle va réagir comment par rapport à ce que tu vois, comment tu trouves. Et c'est aussi important, même si on n'est pas censé y aller, c'est que le jour où les gens vont s'y retrouver, avec les facteurs de stress, enfin un peu tout, ça sera peut-être plus facile pour sortir des situations compliquées. Mais le reste, pour moi, c'est le plaisir. Et donc oui, qu'on aille crapahuter, qu'on aille faire du vol de plaine sur l'envie, ou faire de l'accro ou du soaring, parce que le soaring, c'est aussi une activité, je trouve, très très sympa et ludique pour le parapente. Il faut qu'on développe tout ça. Et Cette diversité des parce pratiques. que c'est toutes les pratiques qui sont sympas. Après, chacun a choisi la sienne ou les siennes, et ça va continuer, je pense. De toute façon, oui, l'activité a le vent en poupe, le Covid a juste renforcé un peu plus, que ce soit en France, mais aussi Comme à les l'étranger. autres sports de nature en général, Les autres c'est sports nature, spécifique et au parapente. et je pense qu'il faut s'en réjouir, c'est génial. Moi, je trouve de recroiser, parce qu'à l'époque, moi, je faisais pas mal de vol rando, je voyais pas grand monde, et aujourd'hui, c'est rare d'être seul dans le coin. Et tant mieux, parce que c'est facile, c'est le moyen le plus facile et le moins onéreux pour aller voler, et on a la chance de pouvoir le faire. Et de rentrer à la maison safe le soir, avec plein d'images dans la tête, c'est chouette. Voilà. Excellent. Nous voici de retour dans notre distanciel préféré. Voilà, si vous avez envie d'approfondir, les AS qui étaient présents ont posé une bonne salve de questions à nos invités et on vous invite à regarder leurs réponses en suivant le lien à la fin de cette vidéo. Ouais, des bonnes questions et des bonnes réponses aussi. Écoutez, le live des As spécial, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain live des As, le mercredi 16 novembre à 18h30. D'ici là, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, comme d'hab, vous nous envoyez un petit mail à livedesas, tout attaché, @ffvl.fr. Salut à toutes et à tous et à la prochaine. Salut, salut.